Bonjour à tous et bienvenue au séminaire Philbio. Donc, le comité d'organisation souhaitait tout d'abord vous adresser ses meilleurs vœux pour l'année 2024. On est encore en janvier, on a le droit. Agathe, Lou et moi-même sommes ravis aujourd'hui d'accueillir pour cette première séance de l'année Raphaël Andro, chargé de recherche en philosophie et histoire des sciences à l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités de Lyon. Ses recherches en philosophie de la médecine portent sur le problème corps-esprit, plus précisément sur le rapport entre le cerveau et la pensée au cours de l'histoire, la question de l'influence de l'anatomie sur la compréhension des pouvoirs intellectuels, ainsi que sur comment la théologie et la philosophie ont façonné les notions clés d'appréhension et de compréhension du corps. Son approche de la philosophie est profondément historique. Ainsi, elle analyse le problème corps-esprit au XVIIe et XVIIIe siècle et le fait dialoguer avec les analyses contemporaines. Aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de nous présenter ses travaux sur l'histoire de la douleur à l'époque moderne, qui réunissent deux visions historiques opposées autour du concept de moment cartésien, dans une présentation intitulée « Histoire de la douleur, retour sur un moment cartésien ». Merci beaucoup au comité d'organisation pour l'invitation et pour l'accueil. Alors, en fait, j'ai travaillé sur la douleur dans différentes directions. Je viens d'écrire un livre que j'ai présenté ici pour mon HDR en juin sur la douleur chez les cartésiens et leurs détracteurs, qui est vraiment un livre d'histoire de la philosophie, mais qui dialogue avec des conceptions contemporaines en philosophie de l'esprit aujourd'hui. Et à côté, donc c'est un livre qui est sous presse, à côté j'ai travaillé sur l'histoire de la douleur à proprement parler, de manière plus interdisciplinaire, dans un projet collectif qui s'intitule Une archéologie de la douleur, et qui réunissait des collègues historiens, historiennes, spécialistes de littérature, spécialistes de botanique et de médecine ancienne. Et le projet a notamment pris la forme d'une exposition et d'un web documentaire qui s'intéressait à l'attitude des médecins face à la douleur au XVIe, XVIIe siècle et faisait dialoguer ces conceptions anciennes avec les savoirs de trois neurologues algologues, donc algologues spécialistes de la douleur aujourd'hui. L'exposition, je l'ai supervisée avec ma collègue qui s'appelle Ariane Bale. Et normalement, elle sera, je croise les doigts, visible pas loin d'ici au musée d'histoire de la médecine dans le cadre de la semaine du cerveau en mars. Alors, je sais que ce séminaire Philbio, dont je suis le programme avec intérêt, aborde souvent des questions plus relatives à la philosophie de la biologie ou à l'histoire contemporaine. De mon côté, comme vous l'avez bien rappelé, je m'intéresse à une histoire plus ancienne, souvent considérée comme une histoire des savoirs périmés ou du moins rectifiés. Et il m'a semblé intéressant, dans le cadre de ce séminaire Philbio, d'expliquer justement pourquoi je me suis penchée sur cette histoire ancienne, et puis d'interroger ses bénéfices théoriques pour nous aujourd'hui, y compris pour les non-historiens. Alors Georges Canguilhem, que j'aime toujours invoquer en ces lieux, a remarqué que l'histoire d'un concept scientifique ne peut souvent pas s'inscrire dans l'histoire de la discipline qui a aujourd'hui ce concept pour objet. Donc il souligne que le passé d'une science d'aujourd'hui ne se confond pas avec la même science dans son passé. Et je vais partir de la spécificité de ce problème lorsqu'on cherche à faire l'histoire de la douleur en historien des sciences, avant de montrer pourquoi je me suis appesantie sur le moment cartésien et ce qui m'a conduite à en proposer une histoire dans l'épaisseur. Et cela me permettra de revenir ensuite sur le lien étroit qui s'est noué entre un certain dualisme entre l'esprit et le corps d'un côté et les douleurs physiques aiguës de l'autre. Et pour finir, je reviendrai donc sur, comme je l'ai annoncé, sur les bénéfices de ce type d'enquête historique. Alors commençons par donner une définition un peu plus actuelle de la douleur, sur laquelle se sont mis d'accord de nombreux algologues. La douleur serait une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc c'est une des dernières définitions sur lesquelles se sont mis d'accord les spécialistes de l'International Association for the Study of Pain. Alors d'emblée, on a l'impression que cette définition marche sur des œufs. Il s'agit d'abord de faire état de la corrélation entre douleur et lésion, ou blessure dont la douleur m'informe ou qu'elle signifie. Je me suis foulé la cheville, j'éprouve une douleur lorsque je pose le pied qui m'informe de la blessure des tissus. Donc il y a au moins dans la façon dont chacun interprète spontanément ces douleurs
une association spontanée, une inférence spontanée vers une lésion, une blessure organique. Et cette association entre lésion et douleur est d'ailleurs ce qui spécifie la douleur physique par distinction avec la souffrance, qui est décrite aujourd'hui dans les ouvrages médicaux comme une douleur globale, c'est-à-dire comme un type de douleur qui ne renvoie pas à un lieu du corps qui serait le lieu d'une lésion. Mais on voit aussi que cette définition souligne la variabilité et l'absence de systématicité du lien entre douleur et lésion. Alors d'une part, la blessure n'est pas forcément réelle, on nous dit qu'elle peut être potentielle seulement. Pensons à la douleur que j'éprouve lorsque j'approche ma main d'une flamme. Si je la retire suffisamment tôt, j'éprouverai certes de la douleur, mais je ne serai pas vraiment blessée. Et d'autre part, surtout, l'association entre lésion et douleur est décrite dans des termes qui rendent cette association subjective et relative, puisque l'expérience qu'est la douleur est associée par celui qui en fait l'expérience à une lésion, mais elle n'est pas forcément reliée causalement à une lésion. Et plus encore, la douleur peut ressembler, peut évoquer une expérience indiquant une lésion sans avoir aucun lien objectivable avec cette lésion. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi un tel lien distendu entre douleur et lésion, alors qu'on a dit que ça spécifiait justement la douleur physique, parmi l'ensemble de nos états mentaux désagréables. Alors, depuis plus d'une cinquantaine d'années, même davantage en réalité, les algologues soulignent que c'est en réalité dans un grand nombre de cas, et non dans quelques cas tout à fait exceptionnels, que la douleur, par son intensité ou ses autres caractéristiques, gravité, spécificité, localisation et temporalité, ne correspond pas à la nature de la blessure. On peut ressentir une douleur sans lésion apparente et réciproquement, ne pas ressentir de douleur en dépit de lésions apparentes, par exemple à l'imagerie. Donc de nombreux médecins spécialistes de la douleur sont les premiers à souligner qu'il ne faut pas chercher à objectiver la douleur ressentie par un patient, soit en la ramenant d'emblée à la lésion ou à son absence, soit en cherchant à tout prix l'état neurocérébral qui serait la signature certaine d'une douleur ressentie, réellement éprouvée par un patient. Alors d'emblée, cette définition récente de la douleur, elle montre qu'elle a deux dimensions complémentaires qui en font un objet médical un peu particulier. En tant qu'expérience sensorielle associée à une lésion, elle relève notamment de la neurologie, alors qu'en tant qu'expérience dont le lien avec la lésion n'est pas forcément objectivable, elle suppose également une prise en compte de la plainte et de la parole du patient qu'il ne faut pas chercher à ramener de force cette expérience de la douleur aux examens biomédicaux. Alors cette deuxième dimension de la douleur, dimension plus subjective, implique de la part des soignants ce qu'ils appellent une position basse vis-à-vis des soignés. Cette position basse, différent de la position haute habituelle, c'est-à-dire d'une position d'autorité où le soignant est détenteur d'un savoir qui vient recouvrir la plainte, c'est-à-dire l'élucider et dès lors la congédier. Dans le cas de la douleur, au contraire, l'indication du patient sur son ressenti et sur l'évolution de ce ressenti reste cruciale tout au long du processus de prise en charge. Et il se trouve que ces deux dimensions complémentaires de la douleur, expérience évoquant subjectivement une lésion d'un côté et sensation informant d'une lésion réelle de l'autre, ont fait l'objet de deux généalogies distinctes aux enjeux opposés, une histoire neurologique de la nociception d'un côté et une histoire de la sensibilité de l'autre. Alors, l'histoire de la neurologie est celle à laquelle on pense immédiatement quand on s'intéresse à la douleur en historien des sciences. Or, cette histoire de la douleur, elle est très récente. On l'a fait remonter généralement au XIXe siècle, qui est simplement le moment où les savoirs disciplinaires commencent à s'organiser à peu près comme on les connaît aujourd'hui. Et généralement, dans cette histoire neurologique de la douleur, le tournant des 19e, 20e a une place de choix. Notamment, on invoque souvent les recherches de Charles Sherrington, qui est celui qui a proposé la notion de nociception pour expliquer les réactions à un ensemble de stimuli douloureux. Alors, il montre qu'il y a des terminaisons nerveuses libres dans la peau qui répondent à une classe large de stimuli. Classe large au sens où c'est à la fois des stimuli de nature thermique, chaud-froid, de nature mécanique, de nature chimique,
Et leur seul point commun, leur spécificité, c'est qu'ils sont nocifs et tendent à faire subir un dommage. Donc c'est ça que recouvre la notion de nociception. Et Sherrington explique que pour qu'il y ait vraiment une douleur ressentie, douleur à proprement parler, il faut qu'il y ait un ajout psychique à ce système nociceptif qui fonctionne selon un arc réflexe. Alors mon but n'est pas d'entrer dans les détails de l'histoire neurologique de la douleur, juste de signaler que si on s'intéresse à ce champ neurologique, on aura du mal à remonter en deçà du 19e siècle. Parce que quand on s'intéresse à la période qui précède, on remarque que les ouvrages médicaux traitent peu de la physiologie de la sensation, et quand ils le font, ils parlent assez peu de la douleur. Ils mentionnent le siège de la sensation, s'intéressent à l'anatomie de tel ou tel sens, tout particulièrement la vue, l'ouïe, aussi un peu le toucher, mais non la douleur. Donc tout se passe comme si la douleur n'était alors pas l'objet d'investigations physiologiques nerveuses particulièrement poussées, ou qu'elle n'était traitée qu'incidemment. Dans les histoires de leurs objets proposés par les médecins algologues, il y a cependant un auteur antérieur au XIXe siècle qui revient très fréquemment, mais sous une forme un peu particulière. C'est Descartes, vous y attendiez, dont on sait qu'il a décrit les douleurs fantômes et s'est appuyé sur elles pour soutenir l'idée d'un siège cérébral de la sensation. Alors je dis que Descartes est souvent utilisé sous une forme un peu particulière parce que c'est souvent sous la forme d'une image qu'il est convoqué. Alors cette image a été par exemple montrée lors du congrès de la Société française d'études et traitements de la douleur 2022. Elle a été montrée par des médecins neurophysiologistes dans des parties introductives ou conclusives de leur discours visant à reconstruire une histoire de la nociception, comprise donc comme noyau ou base neurologique de l'expérience de la douleur. Mais on repère aussi cette image dans des publications tournées vers le grand public, par exemple dans des articles sur la douleur de Pour la Science, et aussi dans de nombreuses thèses de médecine sur la douleur. Alors ce qu'on voit sur cette image donc très connue, c'est un nerf qui serait, selon le vocabulaire de Descartes, tiré sous l'effet d'une brûlure au pied. Et cette traction ou tension susciterait une vibration qui serait véhiculée jusqu'au cerveau, dont les mouvements seraient les causes immédiates de la sensation douloureuse qui m'avertirait et me permettrait de retirer mon pied pour éviter la blessure. Alors ce schéma permet de bien rendre compte de la fonction de la douleur, plus généralement de la fonction des sensations chez Descartes, qui est de nous informer de ce qui est nocif à notre conservation et nous permettre de préserver notre corps au mieux. Et c'est, nous dit Descartes, comme une cloche qu'on fait sonner en tirant l'autre bout, comme on appelle un domestique dans une grande maison, avec un système de câbles de sonnette. Alors on comprend bien pourquoi... Je dis souvent les images restent, les paroles s'envolent. On comprend bien pourquoi cette image a traversé les âges et les disciplines. C'est une figuration hautement simplifiée du fonctionnement du signal nerveux que chacun peut s'approprier. Et donc autant les discours de Descartes dans ce français qui peut nous sembler parfois un peu lointain peuvent être difficilement réappropriables par tous en traduction, autant un tel schéma paraît se passer de discours justement et facilement transiter, voyager, en particulier auprès de ceux qui étudient la douleur aujourd'hui dans un autre vocabulaire. Et c'est ce qui amène à dépeindre Descartes comme un jalon décisif dans l'histoire neurologique de la douleur, dans l'histoire de la nociception. Alors, j'ai dit que la douleur, par son double statut, faisait l'objet de deux histoires distinctes. Outre l'histoire neurologique, il y a l'histoire des sensibilités, dont Georges Vigarello et Alain Corbin sont parmi les représentants les plus connus en France. Alors cette histoire des sensibilités va bien sûr s'intéresser à ce qui dans la douleur est du côté de l'expérience subjective. Et dans ce cadre, faire l'histoire de la douleur, ce serait tâcher de reconstituer, contextualiser le ressenti douloureux des hommes du passé, la façon dont ils éprouvaient la douleur. Alors évidemment, cette histoire de la sensibilité douloureuse, elle se heurte à un obstacle majeur, qui est que les historiens n'ont pas d'accès direct au ressenti des hommes du passé, puisque tout historien construit son discours scientifique à partir de traces, sinon écrites, du moins matérielles. Mais justement, ces traces, elles offrent certains leviers pour analyser les discours et donner un accès indirect, à prendre avec précaution peut-être au ressenti. Et pour citer un exemple, il y a les travaux d'Anne Carroll,
qui s'est intéressé aux textes portant sur les châtiments publics à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et Anne Carroll a montré qu'à la fin du XVIIIe siècle, on voit s'exprimer un peu partout dans les élites de l'Europe éclairée un rejet des supplices qui sont désignés comme barbares et une remise en cause de l'appareil pénal. Alors, parmi d'autres éléments désormais bien établis comme celui-ci, ces analyses ont conduit l'historien Alain Corbin à affirmer la chose suivante. Tenter une histoire de la douleur comme du plaisir revient à faire celle du corps propre. Cet objet historique se dessine à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, l'idée d'Alain Corbin, c'est de dire que la fin du XVIIIe siècle coïnciderait avec un abaissement du seuil de tolérance à la douleur et avec l'émergence d'un nouveau régime de sensibilité. Alors, autrement dit, nos sociétés se seraient mises à supporter moins facilement la douleur à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et cela les aurait conduits à s'y intéresser de plus près, à en faire un objet d'investigation médicale et puis à développer des remèdes. Et cela dans un contexte de déchristianisation progressive de la société. Alors, comme on le voit, cette conception de l'émergence d'un discours sur la douleur assez tardive, au moment de la Révolution française, correspond en fait à une idée assez commune, l'idée que sous l'Ancien Régime, la douleur n'aurait pas été l'objet d'une préoccupation médicale particulièrement poussée, et que cette absence de préoccupation médicale serait notamment liée à la religion, ou à en tout cas, un certain nombre de doctrines. Alors Corbin s'appuie aussi sur une certaine histoire des idées, puisque, selon lui, à partir des Lumières, philosophes et physiologistes auraient fait de la sensibilité et du système nerveux un objet en propre, et ce serait détourné du modèle cartésien de l'animal-machine, qui ne permettrait pas de rendre compte de l'expérience de la douleur. Alors ce type d'histoire des idées faisant jouer un rôle majeur au courant empiriste du XVIIIe siècle s'appuie notamment sur l'ouvrage, l'excellent ouvrage de Roselyne Ray, l'ouvrage de référence sur l'histoire de la douleur, où elle écrit « La réflexion médicale sur le problème de la sensibilité a été précédée et sans doute rendue possible par la révolution philosophique qui a été accomplie par Locke en Angleterre et relayée en France avec des modifications par Condillac. » Et elle estime aussi que c'est au sein du courant de pensée moniste, donc qui ne considère pas que l'esprit et le corps sont deux substances distinctes, que la sensibilité serait devenue la pierre angulaire de la vie et que la douleur serait devenue un lieu privilégié pour une analyse des rapports du physique et du moral. Donc moral, il faut comprendre le mental de manière globale. Alors, cette fois aussi, c'est-à-dire du côté de l'histoire des sensibilités, Descartes, ou plus largement son dualisme entre l'esprit et le corps, est vu comme un point de passage important, mais cette fois comme un repoussoir, pas comme un jalon fondateur, donc quelque chose qu'il faudrait plutôt dépasser pour pouvoir s'intéresser à la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, cette idée que véhicule l'histoire des sensibilités, celle d'un dualisme cartésien qui aurait constitué un obstacle à la prise en compte de l'expérience subjective de la douleur, eh bien, elle se trouve intégrée dans des ouvrages qui ne relèvent pas du champ historique, notamment l'ouvrage de l'anthropologue David Le Breton. Donc Descartes est appréhendé globalement comme le représentant d'un discours médical objectivant les circuits organiques qui seraient les corrélats de la perception. Et cette objectivation mécanique, elle est considérée comme allant de pair avec un certain mépris global pour la sensibilité de l'être humain. Et ce, au beau milieu d'une époque considérée comme obscure, si ce n'est obscurantiste, qui aurait accepté la douleur tout à la fois par impuissance thérapeutique ou pour des raisons religieuses. Donc Descartes, ou plutôt sa figure schématisée, comme on le voit, constitue à cet égard une sorte de point de butée, de point d'arrêt, à la rencontre entre une histoire neurologique de la nociception et une histoire de la sensibilité à la douleur, qu'on le voit comme un père fondateur dont il faudrait développer les intuitions, voire les corriger, ou au contraire comme une figure dont il faudrait toujours enfin se guérir. Alors c'est en cela que j'ai été conduite à parler d'un moment cartésien dans l'histoire de la douleur. Je ne voulais pas parler en ça, avec cette expression, d'un moment historique objectivé, bien circonscrit, mais plutôt définir ce moment par sa fonction actuelle, c'est-à-dire celle qu'aujourd'hui, des algologues et des historiens spécialistes des 19e et 20e siècles font jouer à Descartes, qu'ils considèrent comme une sorte de préhistoire révélatrice.
Alors évidemment, le rôle attribué à Descartes dans cette histoire provient d'un biais de nature pratique, puisqu'il est tributaire de la place de Descartes dans le curriculum, dans l'enseignement et la culture en France, puisque chacun peut se rapporter à ces textes commodément, qui sont mis à la disposition de tous, ce qui n'est pas le cas de discours plus techniques, médicaux, publiés à la même époque, qui sont souvent en latin, et donc qu'un non-spécialiste serait plus en peine de trouver puis d'interpréter. Mais peu importe ce biais pratique, au fond, ça n'empêche pas d'interroger le rôle qu'on prête à Descartes dans cette histoire. Quelle est précisément sa fonction explicative et normative? Et pourquoi, surtout, a-t-on toujours ce besoin de se rapporter à ce passé lointain-là pour justifier ou refuser aujourd'hui telle ou telle option théorique ou pratique? Alors ce moment cartésien, qui a été bien analysé par un certain nombre de collègues, je citerai Delphine Antoine Mahut, Sandrine Roux et bien d'autres, il m'a semblé, qui l'ont analysé du point de vue de la réception du 19e et 20e siècle, il m'a semblé intéressant de le transformer en point d'observation, et ce d'autant plus au vu de la situation historique de Descartes qui précède ce qui est vu comme un moment d'émergence d'une sensibilité plus forte à la douleur. Alors pour situer un petit peu, sur le plan de l'histoire de la médecine, le XVIIe siècle de Descartes peut être caractérisé notamment, et de manière très schématique, de la manière suivante. D'abord, parmi les imprimés médicaux qui se multiplient au XVIe et XVIIe siècle, il faut noter la présence de 3 types de publications. Tout d'abord, des ouvrages qui relèvent de ce qu'on appelait la materia medica, c'est-à-dire la pharmacopée, qui consiste parfois en des rééditions commentées, traduites de textes grecs anciens redécouverts à la Renaissance. C'est le cas pour la Materia Medica de Dioscoride par Mattioli, qui expose les vertus antalgiques de l'opium et de la jusquiame, par exemple. Ces narcotiques appartenaient à ce qu'on appelait alors les anodins, du grec anoduné, sans douleur, qui correspondent exactement à ce qu'on appelle aujourd'hui les antalgiques. Et c'était une catégorie bien répertoriée de médicaments. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'opium n'a jamais été proscrit pour traiter de la douleur. Tout le problème était qu'en l'absence d'opium normalisé, il y a un problème bénéfice-risque évident. En tout cas, on n'a pas attendu les formules du laudanum proposées par Thomas Sydenham pour administrer de l'opium en cas de douleur intense ou prolongée. Le deuxième type d'ouvrages qui traitent longuement de la douleur à l'époque de Descartes sont des ouvrages de chirurgie. Donc, au XVIe siècle, il y a un phénomène qui est la publication d'ouvrages médicaux en langue vernaculaire, donc pas en latin, qui entretient un lien étroit avec la valorisation de savoirs pratiques comme la chirurgie, et qui acquiert donc une nouvelle légitimité épistémologique. Alors on peut citer le cas bien connu d'Ambroise Paré, un chirurgien qui a exercé dans plusieurs campagnes militaires à un moment où les armes à feu se multiplient sur les champs de bataille européens. Armes à feu qui provoquent des blessures et des remèdes, en l'occurrence l'amputation, qui ont été cruciaux pour appréhender certaines douleurs et mieux comprendre le mécanisme de la douleur. Donc Paré notamment resté célèbre pour avoir décrit des douleurs fantômes, c'est-à-dire le fait de ressentir des douleurs dans un membre qu'on n'a pourtant plus. Alors cette situation historique explique que ce soit dans des livres dont le nom n'évoque pour nous plus rien de médical, par exemple dans des traités sur les arquebusades, les armes à feu, que sont abordées les douleurs fantômes, par exemple. Mais au-delà de la douleur fantôme, les ouvrages de chirurgie sont parmi ceux qui parlent le plus longuement de la douleur. Alors je vais enfin signaler, c'est qu'un petit aperçu évidemment, un troisième type de publication. Il s'agit de récits de cas qu'étudie ma collègue Ariane Bell, dont je vous parlais tout à l'heure justement. Ce sont des livres qui rassemblent des observations, on appellerait ça des cas cliniques aujourd'hui, traités par un médecin ou un chirurgien. Et dans ces livres-là, en fait, il est très souvent question de douleur. On y traite par exemple de la douleur des femmes, des enfants, même des bébés, et on qualifie cette douleur à partir de leurs gémissements notamment, du fait qu'ils se tordent, se tortillent. Et les médecins n'hésitent pas à qualifier dans ces écrits les douleurs d'insupportables, d'inexprimables, ou à parler de la sauvagerie de la douleur qui, lorsqu'elle épuise les forces du malade, impose de recourir aux narcotiques ou de suspendre les gestes chirurgicaux en cours. Les médecins décrivent parfois très précisément les signes non-verbaux de la douleur, d'abord manifestés par un mouvement de contraction généralisée, puis par une évolution vers la prostration et un état d'abattement,
lorsqu'une douleur intense persiste et s'installe sur plusieurs mois. Alors on peut maintenant revenir aux propos de Canguilhem que je rappelais au début. On voit ici qu'au XVIIe siècle, à un moment où l'organisation des savoirs médicaux était bien différente d'aujourd'hui, il y avait en réalité un grand nombre de publications qui abordaient la question de la douleur, mais ces publications, elles relèvent bien souvent d'une médecine pratique, d'un art de guérir, qui ne correspond pas aux publications anatomo-physiologiques auxquelles on rattache aujourd'hui la neurologie et son histoire. Et on comprend du coup que quelqu'un comme Charles d'Arambert au XIXe siècle n'ait pas répertorié ces ouvrages dans ces histoires de la médecine. Alors le fait de projeter notre découpage disciplinaire actuel sur l'histoire ancienne d'un objet scientifique peut donc nous conduire à des conclusions historiques erronées et par exemple à nous faire croire que la douleur n'était pas un réel objet de préoccupation médicale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à peu près. On voit bien que c'est tout le contraire, mais que pour le voir, il faut renoncer à une généalogie inscrite dans un champ diachroniquement homogène. Et si on ne se contente pas de faire cette histoire diachroniquement homogène qui saute d'auteur en auteur ou d'œuvre en œuvre, on peut déjà tirer les deux constats suivants. Donc la douleur, comme je l'ai dit, est abondamment traitée par les médecins contemporains de Descartes, notamment dans des livres de chirurgie, qui traitent des plaies, les plaies étant définies comme des blessures douloureuses provoquées par des solutions de continuité, des ruptures donc, des chairs, et par une mise en tension des fibrilles nerveuses tirées par l'écartement des chairs. Cependant, si on parcourt les livres de l'époque, et c'est surtout cette conclusion qu'il faut retenir, c'est que les douleurs qui font le plus l'objet de l'attention et des discours des médecins, ce sont les douleurs violentes ou persistantes, les douleurs de maladie, qui n'entrent justement pas dans la catégorie des douleurs exogènes ponctuelles associées à des plaies. Ce sont au premier chef les douleurs de la goutte, celles suscitées par les calculs rénaux, mais aussi les maux de tête, qui conduisent par exemple, selon le récit médical de Lazare Rivière, une petite patiente de 7 ans a demandé qu'on lui ouvre la tête tellement elle n'en pouvait plus, sa douleur pulsatile. Ce sont aussi des douleurs dites pesantes qui sont associées à une inflammation ou une tumeur au niveau viscéral, ou encore les douleurs nocturnes de la syphilis qui est apparue en Europe un siècle plus tôt. Donc tout ça pour dire que ce regard médical sur la douleur souligne surtout son caractère pathogène et me semble bien résumé par le passage suivant en deux parties. Donc je lis, Marin Cureau de la Chambre. Si l'approche du feu n'était point douloureuse, il se trouverait à la fin que le corps en serait consumé avant qu'on s'en fût avisé. Si les blessures étaient insensibles, on ne se mettrait guère en peine de les éviter. Combien de fois la douleur irrite-t-elle les maladies en les voulant dompter ? Je veux bien que la douleur serve de signal pour avertir du danger où l'on est près de tomber, mais c'est un signal qui donne plus d'effroi que de précaution. Et l'on peut dire que c'est une sentinelle timide qui donne souvent l'alarme sans sujet. Elle consume toutes les forces du corps et l'on peut dire hardiment que celui qui la ressent ne vit plus puisqu'il ne jouit plus du bien de la vie. Juste avant la dernière phrase, en fait, il y a 2 pages. Hein, les propos ne se suivent pas immédiatement. Mais là, avec ce type de passage, donc qui est Marin Cureau de la Chambre, est à la fois poète, médecin, il est rentré à l'Académie des sciences. Donc on réalise que la douleur aiguë de la brûlure qui est figurée par le schéma cartésien, elle est également mentionnée par les médecins de l'époque pour appuyer une idée qui est présentée comme complètement consensuelle, l'idée que la douleur est un signal, un avertissement ou encore une sentinelle, donc l'idée d'une douleur fonctionnellement utile. Mais on constate que ce qui domine dans ces discours médicaux, c'est pas cette idée de douleur signal, c'est au contraire le caractère pathogène de la douleur dans bien des cas, où elle finit par être inutile, trompeuse ou encombrante, et la façon dont elle affecte la vie de celui qui la ressent. Il y a donc un contraste, un effet de démarcation entre les œuvres de Descartes et les livres médicaux qui lui sont globalement contemporains. Et cet effet de démarcation révèle la spécificité des douleurs mentionnées par Descartes, à savoir des douleurs exogènes aiguës provoquées par des épées, des flèches et des épingles. La douleur physique exogène aiguë devient la douleur par excellence, celle à laquelle on pense spontanément quand on parle de douleur. Or, ces douleurs exogènes sont chargées chez Descartes d'illustrer une thèse philosophique bien particulière, celle de l'absence de ressemblance entre nos sentiments et les qualités physiques purement mécaniques des corps. Alors, je ne donnerai ici que 2 exemples.
Je cite, « Les couleurs, les odeurs, les saveurs et autres choses semblables ne sont rien que des sentiments qui n'ont aucune existence hors de ma pensée et qui ne sont pas moins différents des corps que la douleur diffère de la figure et du mouvement de la flèche qui la cause. » Donc la sensation douloureuse ne ressemble pas à la forme triangulaire de la flèche qui a suscité la blessure, et pourtant on établit un lien de causalité évident entre les deux. La différence qualitative entre la douleur et l'apparence de l'instrument qui est à l'origine de la douleur illustre de façon économe et frappante le rapport plus général entre les causes physiques de nos sensations et ces sensations elles-mêmes qui sont pour Descartes de nature mentale. Deuxième citation, « La douleur qu'on sent en recevant un coup d'épée n'est point dans l'épée comme dans le sens. » Donc, quand on ressent de la douleur, on sait qu'elle est un état interne qui nous est propre, tout en faisant une inférence spontanée selon laquelle l'épée qui a blessé notre corps est bien la cause externe de la douleur. De même, quand on ressent des saveurs, des odeurs, de la chaleur, on ne devrait pas, selon Descartes, attribuer ces qualités au corps extérieur, mais à l'effet subjectif purement mental de l'action mécanique de ces objets sur nos organes sensoriels. Et il se trouve, et c'est ça qui va m'intéresser, que chez les lecteurs de Descartes au XVIIe siècle, donc on peut dire la première génération des cartésiens, on assiste à une inflation de ces exemples de douleur qui jouent le même rôle argumentatif, qui sont soumis, qui illustrent la même thèse philosophique. Là, je citerai que 2 exemples, mais il y en aurait pléthore. Tout d'abord, le médecin Louis de Laforge, qui souligne, donc qui est l'un des éditeurs commentateurs du traité physiologique L'homme de Descartes, qui souligne l'absurdité qu'il y aurait à croire qu'il y a dans l'épée qui me blesse quelque chose de semblable à la douleur qu'elle me cause. Puis ensuite, je citerai le traité de physique de Jacques Rouault, un philosophe qui a joué un grand rôle en France dans la diffusion de la philosophie de Descartes, où on trouve à une dizaine de reprises l'exemple de la douleur suscitée par une épingle, également associée à l'idée suivante. Il n'y a pas plus de raison d'attribuer au feu cette sorte de chaleur qu'il y en a à attribuer à une épingle une douleur semblable à celle que nous ressentons quand on nous pique. Alors, il se trouve que cette thèse de l'absence de ressemblance entre les sentiments ou sensations d'un côté et la blessure, comprise comme modification purement mécanique de l'autre, est associée au XVIIe siècle à une thèse spécifiquement cartésienne. Antoine Arnauld, dans un propos polémique contre Malebranche, mais peu importe, souligne que le dualisme entre l'esprit et le corps, ce n'est pas propre à Descartes. Ce n'est pas propre à Descartes de dire que la douleur, même corporelle, est toujours ressentie par l'esprit. Ce qui est pour lui propre à Descartes, c'est une thèse plus spécifique par rapport aux stoïciens, par exemple, c'est de dire que lorsque nous ressentons de la douleur ou du plaisir, eh bien, il n'y a rien de semblable dans notre corps ou dans les objets qui agissent sur notre corps à ce que nous sentons. Cette même thèse de l'absence de ressemblance est encore assimilée à une spécificité du cartésianisme par Leibniz, cette fois pour la récuser, lorsqu'il dialogue de façon fictive avec John Locke dans les Nouveaux essais sur l'entendement humain. Je lis la citation. « Il y a une manière de ressemblance expressive, c'est ce que les cartésiens, donc ils parlent de la douleur par rapport justement au mouvement de l'épingle, c'est ce que les cartésiens ne considèrent pas assez, et pour cette fois vous leur avez plus déféré, monsieur, alors monsieur c'est John Locke fictif qui est dans ce dialogue, que vous n'avez coutume et que vous n'aviez sujet de faire. Il est vrai que la douleur ne ressemble pas au mouvement d'une épingle, mais elle peut ressembler fort bien à des mouvements que cette épingle cause dans notre corps et représenter ces mouvements dans l'âme, comme je ne doute nullement qu'elle ne fasse. » Donc, le propre des cartésiens, ce serait de maintenir une absence de ressemblance entre la douleur et la blessure, et cette idée est refusée par Leibniz au profit d'une conception expressive qui fait de la douleur mentale ni plus ni moins que la représentation expressive de la blessure. Cette conception leibnizienne, je l'ai rapprochée d'une conception représentationnaliste forte telle qu'elle a pu être maintenue récemment dans la philosophie de la douleur, mais je ne développerai pas ce point ici, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Il se trouve que la thèse de l'absence de ressemblance est étoffée après la mort de Descartes, notamment chez les auteurs dont j'ai parlé, mais aussi chez bien d'autres, et que cet étoffement conduit à s'attarder sur l'expérience de la douleur. Donc je vais citer qu'un seul exemple, dont on parlait juste avant avec Denis, Malebranche.
chez qui on trouve aussi l'exemple de l'épingle dans le sens que j'ai dit plus haut, qui souligne toute la différence qu'il y a entre, d'un côté, une représentation transparente et objective de la blessure d'un côté, celle par exemple qu'on peut comparer à une imagerie aujourd'hui, celle qu'aurait le médecin, et d'un autre côté la douleur elle-même en tant qu'état mental, qui ne se réduit pas à la représentation de la blessure. Malebranche, dans un scénario de science-fiction qui est absolument merveilleux, imagine ce qui se passerait si, au lieu d'être averti que notre main brûle par la sensation de douleur, nous voyons comme par transparence les fibres de notre main se recroqueviller, se rétracter, voire se séparer. Il écrit « Il faut de plus considérer que si l'âme n'apercevait que ce qui se passe dans sa main quand elle se brûle, si elle n'y voyait que le mouvement et la séparation de quelques fibres, elle ne s'en mettrait guère en peine. Et même elle pourrait quelquefois par fantaisie et par caprice y prendre quelque satisfaction, comme ces fantasques qui se divertissent à tout rompre dans leur emportement et dans leur débauche. » C'est dans le premier livre de La Recherche de la vérité. Donc, après ce passage, Malebranche développe la façon dont la douleur, indistinctement, tout à la fois, nous avertit, sollicite notre attention, nous force à nous intéresser à notre corps, à en prendre soin et à le protéger. Donc, à la suite de ce passage où Malebranche explique en quoi la douleur ne peut pas être comprise comme une représentation lucide ou transparente de la blessure, il développe toutes ces dimensions qu'on appellerait aujourd'hui les dimensions affectives et motivationnelles de la douleur, qui s'ajoutent à sa composante sensorie-discriminative. Ces dimensions, elles ont bien été répertoriées par Melzack et Kazi dans un article fondateur de 1968 sur la douleur. Donc, si on résume, les exemples de douleurs exogènes aiguës provoquées par une piqûre, une coupure, une brûlure envahissent les textes philosophiques cartésiens, plus encore après la mort de Descartes que chez Descartes. Ils sont au service de la thèse de l'absence de ressemblance entre la perception mentale et la cause physique occasionnelle, qu'elle soit distale, le trou dans la main suscité par l'aiguille, ou proximale, le mouvement des fibrilles nerveuses dans le cerveau. Et cette thèse, à son tour, conduit à développer l'aspect qualitatif de la douleur ressentie, c'est-à-dire tout ce qui la rend hétérogène à une simple saisie transparente. Ce qui signifie non seulement que le dualisme cartésien ne conduit pas à occulter ou marginaliser l'expérience de la douleur, contrairement à Poncif, mais que la douleur est précisément comprise comme l'expérience commune qui justifie le plus facilement ce dualisme. Et l'absence de ressemblance entre l'expérience mentale et sa cause physique incite en réalité à développer le contraste entre le sentiment et l'intellection lucide. Et développer le contraste entre le sentiment de douleur et l'intellection lucide, c'est être conduit à montrer toute la spécificité de la part affective de notre expérience. D'où le fait que la douleur aiguë soit un exemple récurrent chez les cartésiens, alors qu'elle est au contraire très discrète chez Leibniz, par exemple, qui va plutôt mettre au premier plan soit les sentiments de couleur, sensations de couleur, ou quand il va parler de la douleur, plutôt des douleurs de maladie que des douleurs de piqûres d'épingle ou de brûlures ponctuelles, sauf justement quand il dialogue avec les cartésiens, où il s'inscrit sur leur propre terrain. Alors, je voudrais maintenant m'arrêter sur l'intérêt de proposer ce que j'ai appelé une histoire dans l'épaisseur du moment cartésien, c'est-à-dire une histoire synchronique qui s'attache à contextualiser les écrits de Descartes en incluant autant que possible des éléments, non seulement donc à l'égard des autres publications philosophiques à la même époque, mais aussi en incluant des éléments d'histoire sociale et culturelle, comme les armes à feu que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'une histoire dans l'épaisseur fait apparaître, comme je l'ai dit, des démarcations qui produisent un effet de contraste et permettent de corriger des histoires diachroniques qui restent parfois très en surface. C'est un peu comme la différence que Gilbert Ryle propose en 68 entre une thick description, une description épaisse, et une thin description pour comprendre un comportement. Si l'on voit quelqu'un faire un salut militaire, on peut en proposer une thin description, une description mince, en disant que sa main touche son front, etc. Mais si on inscrit ce comportement dans un contexte plus large, eh bien on peut en produire une description épaisse ou plus épaisse, qui permet de dire qu'un soldat est en train d'obéir à son supérieur. Donc, une thick description historique, ce serait quoi ? Ce serait une histoire qui s'arrêterait sur quelques décennies, qui balayerait différents champs du savoir et de la culture pour mieux identifier les discours les plus communs, et ceux qui, au contraire, manifestent une position théorique particulière.
Et cela fait aussi ressortir de ce qui, sinon, dans les énoncés philosophiques et surtout dans les exemples qui les accréditent, resterait pour nous, sinon, totalement implicite. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la description épaisse, mais je serais heureuse de revenir là-dessus dans la discussion si vous le voulez. Je voudrais juste, maintenant, pour finir, dans une dernière partie, donc souligner les bénéfices d'une histoire dans l'épaisseur, en partant du plus évident et en allant vers celui qui a un intérêt, à mon avis, pour les non-historiens aussi. Alors, cette histoire dans l'épaisseur, elle a d'abord une portée rectificative et discriminative. Je l'ai dit, ça permet de corriger une idée qui est devenue un poncif de l'histoire des idées et des représentations, celle selon laquelle le dualisme cartésien serait un cadre théorique qui, par essence, aurait été contraire à la prise en compte de l'expérience de la douleur, dans ses multiples dimensions sensorielles, affectives et motivationnelles, mais aussi un cadre théorique qui aurait empêché de comprendre le lien vraiment complexe et parfois distendu entre blessure et douleur. On a vu que ce n'est pas le cas et c'est même un peu le contraire. Alors je parle aussi de portée discriminative parce que la rectification d'hypothèses courantes ne conduit pas pour autant à niveler l'histoire de la douleur dans une sorte de soupe continuiste. Cette rectification permet aussi, dans un même geste, de mieux discriminer entre les différentes thèses philosophiques. Par exemple, de préciser comment la distinction corps-esprit spécifiquement cartésienne s'accompagne de la thèse de la non-ressemblance, et comment cette thèse de la non-ressemblance s'énonce grâce à des exemples de douleurs exogènes aiguës qui soutiennent l'idée d'une douleur fonctionnellement utile. Donc ça, je vais vite. Deuxième aspect, nouveau chantier d'enquête et nouvelle piste généalogique ouverte par cette description épaisse. Parce que quand on commence, comme ça m'est arrivé, à trouver singulière cette présence récurrente de douleurs par piqûre d'épingle dans les ouvrages philosophiques de l'époque, on réalise qu'elle fait, et qu'on tire le fil de cet étonnement, on réalise qu'elle fait office d'expérience sensible fondatrice pour une physique d'inspiration cartésienne qui s'est développée dans une dimension empiriste. Là encore, je vais citer seulement 2 exemples. Cyrano de Bergerac, dans le fragment de physique, au tout début, nous invite à nous placer en état de pure ignorance, à nous dépouiller de toute science et à nous considérer seulement capables de sentir, sans pour autant que nous n'ayons encore jamais rien senti. Il faut ensuite imaginer qu'une épingle nous pique. Nous serions alors dans un état plus incommode que celui dans lequel nous étions avant d'être piqués. C'est ce qu'on appelle état ou sentiment de douleur. Cette situation suit de très près le traité de physique dont j'ai parlé de Jacques Rouault, qui propose aussi cette expérience, qu'un homme vienne de naître, qui n'ait pas encore ouvert les yeux, qu'il n'y ait point de parfum au lieu où il est, que l'on n'y fasse point de bruit. Piquons le bras de cet homme avec une épingle, il expérimentera une douleur semblable à celle que nous avons quelquefois sentie, et jugera que cette douleur elle-même lui appartient uniquement, c'est-à-dire est en lui, et non dans l'épingle, qui n'est que l'occasion de notre sentiment. Donc cette fiction d'un homme qui s'éveillerait au monde et serait piqué par une épingle est frappante. En fait, elle montre que l'expérience de la douleur est d'emblée rapportée à une causalité d'origine extérieure, l'épingle, que l'on subit, alors que cette douleur elle-même, en raison de son caractère affectif, est bien comprise comme une modification de notre propre état intérieur. On a presque le symétrique de la statue de Condillac qui sent une odeur de rose, sauf que c'est nettement moins plaisant de se faire piquer par une épingle que de sentir une odeur de rose. En tout cas, cet homme à l'épingle de Rouault et Cyrano, que montre-t-il d'un point de vue historique général ? Eh bien, il montre que l'histoire de la sensibilité, ou l'intérêt pour la sensibilité, n'a pas attendu la tradition empiriste du XVIIIe siècle pour se développer, et qu'il y a donc, dans cet homme à l'épingle, matière pour de nouvelles généalogies historiques de la sensibilité, susceptibles d'enrichir celles qui ont été privilégiées jusque-là. Or, ce corpus de texte sur le sujet n'avait pas, à ma connaissance, été exhumé et analysé. Et ce qui est intéressant, c'est que cet exemple de l'homme piqué par une épingle a été repris ensuite dans des livres chirurgicaux au XVIIIe siècle, avec des variantes. Maintenant, c'est sous l'ongle que l'homme est piqué. C'est-à-dire que cet exemple a été sorti du contexte dans lequel il était mobilisé par les philosophies naturelles inspirées de Descartes et intégré aux préconisations médicales et chirurgicales plus traditionnelles. Donc, troisième apport, réorganiser les champs du savoir et suggérer de nouveaux découpages d'objets. La thèse de l'absence de ressemblance, on a dit, pousse au premier plan les douleurs exogènes aiguës. Or, mettre en avant les douleurs aiguës fonctionnellement utiles, c'est d'abord laisser de côté les douleurs qui sont dites à l'époque universelles, c'est-à-dire généralisées ou persistantes, aujourd'hui chroniques.
Mais c'est aussi instaurer la plus nette distinction possible entre douleur et tristesse. Tristesse étant, dans le vocabulaire de l'époque, associée à la fois à une douleur ayant pour cause un élément psychologique et à une douleur globale. Donc tristesse correspondrait plus ou moins à ce qu'on appelle souffrance aujourd'hui. Ce que l'on voit dans les textes cartésiens, surtout chez les lecteurs de Descartes, c'est qu'ils manifestent un effort constant pour distinguer très nettement d'un côté la douleur, qu'ils réduisent sémantiquement à la douleur physique localisée, associée à une stimulation externe et fonctionnellement utile, et d'un autre côté la tristesse, pensée comme une passion et associée à l'effet psychophysique de certaines pensées et réflexions. Donc là où les médecins, qui ne méconnaissent pas pour autant la distinction douleur-tristesse, vont plutôt souligner le lien très fort entre douleur et tristesse pour montrer l'espèce de contagion affective entre les deux, qui va dans le sens d'une douleur pathogène justement, les cartésiens vont au contraire creuser l'écart pour souligner la fonction d'avertissement remplie par la douleur physique. Donc l'usage philosophique des douleurs de piqûre contribue à redécouper des territoires de la douleur et de la tristesse, ce qui nous montre d'abord l'intérêt de ne pas dissocier a priori les domaines d'objets respectifs d'une histoire des sensibilités et d'une histoire des émotions, puisque la réflexion sur la douleur comme sensation vient éclairer la tristesse qui est aujourd'hui bien comprise comme, répertoriée comme une émotion spécifiquement liée à une perte. Et d'autre part, la conscience de ces redécoupages attire l'attention sur des textes de l'époque qui interrogent l'importance respective de l'objet de la douleur et de sa valence dans sa définition. Il y a notamment beaucoup de textes de Pierre Bayle qui disent que ce qui est essentiel dans la douleur, ce n'est pas son objet, c'est sa valence négative, son caractère désagréable. Dernier aspect sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longuement, mais j'en aurai pas pour très longtemps, je m'arrêterai dans 10 minutes, c'est restaurer des possibilités théoriques. Alors dans son article sur la théorie cellulaire, encore lui, Canguilhem écrit « Le bénéfice d'une histoire des sciences, bien entendu, nous paraît être de révéler l'histoire dans la science. L'histoire, c'est selon nous le sens de la possibilité. Connaître, c'est moins buter contre un réel que valider un possible en le rendant nécessaire. » Alors le rôle de l'histoire des sciences est en fait de détruire l'illusion rétrospective de nécessité dans l'effet d'une œuvre ou de mise en évidence d'un mécanisme naturel. Et c'est en ce sens que je vais, pour finir, revenir sur la cérébralisation de la douleur. Dans les principes de la philosophie, Descartes s'arrête sur le cas d'une jeune fille dont on a amputé l'avant-bras qui se gangrénait. Selon ce petit récit, la patiente ne se serait pas aperçue de la mutilation en raison de gros bandages qui lui donnaient l'impression qu'elle avait encore sa main. Et dans cette situation, elle se serait plainte de douleurs à la main, croyant l'avoir encore. Et de la réalité des douleurs ressenties par une amputée de la main au niveau de sa main, Descartes tire la conclusion suivante. Cela montre évidemment que la douleur de la main n'est pas sentie par l'âme en tant qu'elle est dans la main, mais en tant qu'elle est dans le cerveau. Cela nous paraît en effet convaincant et évident aujourd'hui. Mais l'adverbe évidemment est trompeur, il n'y a là rien d'évident. Pour preuve, d'autres savants de l'époque considèrent alors que la douleur des amputés ne prouve absolument pas que le centre sensoriel soit le cerveau. Alors je vais donner là encore 2 exemples, mais qui sont très hétérogènes. Tout d'abord, Gassendi et Bernier. Bernier est proche de Gassendi et diffuse sa philosophie en français après la mort de Gassendi, après la mort de Descartes. Gassendi s'empare du phénomène de la douleur fantôme, mentionné par la cartésien, et explique qu'on pourrait en proposer d'autres explications. Il écrit « Je soutiens, selon le rapport même de plusieurs estropiés que j'ai pris plaisir de consulter ». Alors oui, chez ces philosophes, il y a toujours un grand plaisir à aller aux invalides consulter des amputés, avant qu'ils ne s'en lassent, tellement ils ont récolté des récits de ces douleurs fantômes. J'ai pris plaisir de consulter qu'il n'est pas vrai qu'ils sentent la douleur dans le pied. De sorte que si, dans certains changements de temps, ils sentent des piqûres que sans y bien penser, ils rapportent au pied, ce n'est que par une certaine accoutumance de l'imagination qui ne prend pas assez garde à ce qu'elle fait. Alors, pour Bernier comme pour Gassendi, en fait, la sensation de douleur se réalise directement au niveau des organes sensoriels périphériques grâce à un fluide nerveux émis par le cerveau. Donc pour eux, la douleur au doigt, elle est sentie directement dans le doigt grâce à ce fluide. Il n'y a pas donc de centralisation cérébrale de la sensation. Et l'expérience de la douleur ne plaiderait pas du tout pour une unité du sujet sentant, mais au contraire pour une pluralité et une localisation périphérique des centres sensoriels.
Alors, selon ces auteurs, la douleur physique, elle est toujours localisée. On a mal soit dans le pied, soit dans la tête, avec un aspect qualitatif différent pour ces différents types de douleurs. Et Gassendi et Bernier estiment que toutes ces expériences douloureuses, eh bien, elles se confondraient si elles devaient être ressenties dans un siège cérébral de la sensation. Donc ça veut dire que... Et cette absence de centralisation s'accorde par ailleurs, côté métaphysique, avec l'idée que ce serait quelque chose de matériel et divisible qui sentirait en nous, et non quelque chose d'immatériel et indivisible comme le pensent Descartes et les autres auteurs que j'ai cités. Du côté des médecins, cette fois, on cite souvent Ambroise Paré comme un chirurgien ayant évoqué les douleurs fantômes. Mais à ma connaissance, on ne s'est pas arrêté sur Laurent Joubert dans son traité des arquebusades, qui refuse de considérer les douleurs fantômes comme des illusions. Et on voit que très souvent, les médecins disent que les douleurs fantômes, elles sont vraiment senties par des malades qui ont tout leur esprit. Il remarquait que souvent, les douleurs fantômes intervenaient quand il y avait une stimulation au niveau du moignon, quelque chose qui l'irritait, le froid, le chaud ou autre. Donc pour lui, la douleur fantôme était l'effet dommageable d'une stimulation réelle, mais simplement ressentie au mauvais endroit. Et il l'envisageait comme une hypothèse que le fluide nerveux détourné de son cours habituel se mette à irradier les terminaisons nerveuses restantes et produise une erreur de localisation qu'il compare au phénomène du miroir. En fait, quand on se voit dans un miroir, on voit une chose réelle, mais on la voit au lieu où elle n'est pas. Eh bien, la douleur fantôme, ce serait exactement la même chose. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les hypothèses de Joubert, mais je voulais simplement souligner que Joubert ne méconnaît pas le rôle du cerveau, dont l'intégrité est alors, c'est un consensus considéré comme nécessaire pour qu'il y ait vraiment une perception consciente de douleur. Il ne méconnaît pas non plus le rôle des nerfs. On pouvait ligaturer les nerfs ou même les couper pour mettre fin à des douleurs prolongées. Mais dans sa façon de présenter son hypothèse complexe, eh bien, Joubert privilégie ce qui se passe sur le lieu de l'amputation. Alors, ces deux façons de présenter les douleurs fantômes, celle de Bernier et celle de Joubert, font là encore par différence apparaître plus nettement le choix cartésien de resserrer sur le cerveau l'explication de la douleur fantôme. Alors, en réalité, Descartes ne resserre pas complètement sur le cerveau l'explication de la douleur fantôme parce qu'il fait appel à ce qui se passe sur l'itinéraire nerveux restant entre le lieu de l'amputation et le cerveau. Donc il estime que c'est une stimulation sur le trajet nerveux qui est la cause distale de la douleur fantôme. Mais après Descartes, les auteurs dont j'ai parlé, Arnaud, Malebranche, en fait, eux, ils ne mentionnent plus que le cerveau. Donc ils resserrent sur le cerveau uniquement au détriment de ce qui se passe dans les réseaux nerveux. Et pourquoi ? Eh bien, l'une des raisons, c'est aussi que ça appuie l'idée d'une association sans ressemblance dont je parlais tout à l'heure, parce que si en réalité, comme le montrerait la douleur fantôme, c'est une stimulation cérébrale qui est la cause immédiate de la douleur, et non nécessairement une lésion périphérique, eh bien on voit qu'il y a une déconnexion entre la cause organique immédiate de la douleur d'un côté et le contenu sensoriel de la douleur de l'autre. Ce contenu sensoriel, c'est pour l'amputé de la main une blessure à la main, tandis que la cause pourtant non sentie, c'est une stimulation cérébrale. Donc, cette interprétation de la douleur fantôme et son extrapolation à toute douleur apportent de l'eau au moulin d'une conception fonctionnaliste, comme je le disais, régulièrement illustrée par des coupures, brûlures et piqûres. Et l'idée, c'est qu'il y a une association contingente, mais parfaitement contingente, mais bénéfique, fonctionnelle, entre telle modification cérébrale et telle sensation. Alors on voit à travers ces exemples que les douleurs fantômes après amputation ne prescrivaient aucunement la centralisation cérébrale de la sensation, de la douleur. D'autres explications étaient possibles et ont même été proposées. Donc pour reprendre les mises au point méthodologiques de Canguilhem, on fait comme si les leçons des douleurs fantômes s'étaient imposées d'elles-mêmes, là où en réalité plusieurs possibilités théoriques coexistaient. Et l'avantage d'une confrontation historique épaisse ou synchronique, entre Descartes et les cartésiens d'un côté, Gassendi, Bernier de l'autre, c'est de nous conduire à réinterroger le lien immédiat qu'on fait entre expérience de la douleur et unité du sujet sentant. Parce qu'on voit que pour Gassendi comme pour Bernier, la douleur, en fait, subjectivement, elle est une expérience qui est plus atomisante qu'unifiante et qu'elle indique une pluralité de sites sensoriels plutôt que sa centralisation.
Mais l'histoire nociceptive du système neurocérébral a recouvert cette possibilité théorique. Et plus encore, cette centralisation cérébrale, elle est tellement incorporée aux représentations que nous nous faisons de notre propre douleur que je ne crois pas qu'aujourd'hui, on dirait que la douleur est un indice de la pluralité des centres sensoriels. Ce qui, à mon sens, montre l'historicité relative et partielle de la façon dont nous représentons notre corps via nos sensations, où nous incorporons toujours plus ou moins savamment des savoirs médicaux, et ce qui montre au-delà encore que le découpage corps propre, corps objectivé n'a rien d'évident et dépend toujours d'aspects en partie historiques. Donc, en conclusion, je voudrais simplement souligner que lorsqu'on utilise le schéma cartésien dans une petite histoire ou préhistoire de la douleur, en fait, on lui accorde trop ou trop peu. Trop parce qu'on fait comme s'il était un des premiers à identifier la stimulation neurocérébrale comme une cause organique de la douleur. Il n'y avait là rien d'extraordinaire. Mais aussi, on accorde trop peu au moment cartésien, car on détache son schéma de la sélection, du tri opéré à la fois dans les types de douleurs et les types de causes de douleur alors répertoriés par les médecins. Or, cette sélection parmi les types de douleurs entretient un lien étroit avec une association contingente et fonctionnelle entre stimulation neurocérébrale et douleur. Alors, constater cela oblige non seulement à compléter l'histoire de la nociception, mais aussi à corriger une certaine histoire des sensibilités. Donc, comme je l'ai dit, on n'a pas attendu... je suis perdue dans mes feuilles. On n'a pas attendu le XVIIIe siècle pour s'intéresser à l'expérience subjective de la douleur. Oups. Petite interlude. Bon, c'est pas grave. Je vais m'aider avec les diapos. Mais aussi, on voit tout l'intérêt qu'il y a à s'interroger sur ce que l'on recherche dans la préhistoire de nos objets scientifiques. Parce que, comme je l'ai dit, donc, ce schéma cartésien, il est convoqué par les algologues, il est convoqué par les historiens des 19e et 20e siècles. Et quand il est convoqué, il fait office comme de produit de contraste pour mettre en valeur des choix théoriques ou pratiques actuels. Donc je pense qu'il faut, et là la généalogie fine, elle a vraiment un aspect, généalogie pas au sens nietzschéen, mais elle a quand même une dimension nettement normative. Et je pense qu'on a tout intérêt à entremêler les généalogies fines et les descriptions historiques plus épaisses. D'abord, ça a un intérêt sémantique et conceptuel. Comme j'ai dit, ça permet, dans la mesure du possible, de dégager des implicites, par exemple la signification des exemples, est-ce qu'ils sont consensuels ou non. Et ça permet aussi de se rapporter à nos propres découpages d'objets, à nos propres taxonomies, de manière moins dogmatique qu'on peut le faire sans justement ces histoires épaisses. Donc je milite pas du tout contre ce que j'ai appelé des généalogies plus fines ou des histoires sur la longue durée. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que dans la mesure du possible, c'est bien de développer ces descriptions historiques épaisses pour les éclairer, les enrichir différemment. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je me permets de mettre une page de pub à la fin. Merci.